Maintenant, vous posez une autre question, c'est la traduction inverse des livres arabes, comme vous traduire dans d'autres langues. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très important, même si utile, parce que si un lecteur européen qui attend dans ces médias des choses qui présentent mal la situation dans les pays arabes ou islamiques, dans l'Égypte, et on aimerait bien qu'il y aura sur sa main des textes qui reflètent bien la réalité. Donc c'est nécessaire de traduire. Mais le problème, c'est si c'est moi, en tant qu'Égyptien, qui ai choisi le texte, et c'est moi qui traduis, et c'est moi qui édite, ça, je ne peux pas le distribuer. Ça reste chez moi stocké. Donc pour traduire des livres en langue étrangère, on a besoin d'une maison d'édition qui se charge de la distribution ou de l'impression. Moi, en tant que centre, je peux toujours payer un traducteur français qui traduit un livre égyptien, du Tawfiq al-Hakim, on emporte, ou des livres qui parlent de l'actualité en Égypte. Je vais payer la traduction pour le traducteur, mais j'ai besoin d'un éditeur français qui édite le livre et qui le distribue. Mais si je le fais en Égypte, je n'aurai pas accès au public français. Et ce qu'on essaye de faire, donc on a lancé quand même cet appel aux maisons d'édition en Allemagne, en Angleterre, en France, aux États-Unis, que le Centre national de traduction est prêt à payer la traduction, mais vous vous chargez de l'impression et de la distribution. Très bien. Mais docteur Anwar, pourquoi parfois les livres traduits vers l'arabe sont à prix un peu élevé? C'est-à-dire, pas n'importe quelle personne peut obtenir un livre pareil, un livre traduit, surtout les romans qui sont célèbres, les romans de Paulo Coelho par exemple, ces livres-là. Voilà, ça c'est. Je pense qu'il y a deux aspects à prendre en compte. Le livre traduit coûte cher là, pour le produire. On a besoin d'acheter le droit d'auteur de l'éditeur original. On a besoin de payer le traducteur et payer l'impression. Et quand on regroupe, par exemple, tout ce qui a été dépensé, 50 000 livres, on a 1000 exemplaires. Donc le coût de chaque exemplaire, 50 livres. Moi, je peux le faire à 10. C'est pas grave, j'ai pas besoin de. Parce que c'est une société nationale, c'est pas pour gagner de l'argent. Mais si je fais un livre qui a coûté 50 à 10 livres, le budget que j'ai me permet de produire 100 livres. Alors que si je le fais à 50, je peux produire 1000 livres. Donc, réduire, ça réduit aussi mes capacités à sortir du livre. La deuxième réponse. Excusez-moi, mais à 10 livres, ça va donner la même qualité de l'impression, de non, l'écriture. Je vais payer moi 40 et je demande seulement au consommateur de payer 10. Ça, je peux le faire, j'ai le droit de le faire. Mais je n'aurai pas de l'argent pour faire d'autres livres parce que chaque livre va me coûter des pertes énormes, donc je ne peux pas produire beaucoup. Alors j'essaie de perdre 5 livres ou 10 livres par bouquin. Donc la deuxième chose, c'est que vraiment en Égypte, le livre c'est une marchandise très sous-estimée. Les gens peuvent payer, même dans des cafés sur un trottoir, 15 livres un verre de thé. Et quand on trouve un livre à 12 livres, c'est très cher. Alors que c'est vraiment pas du tout. Par exemple, on peut même prendre en moyenne en France, un livre qui vient de sortir, ça coûte à peu près 4 sandwichs ou 3 paquets de cigarettes. Donc, qui est l'équivalent chez nous de 60 livres. Donc c'est normal, ça c'est là-bas les livres sont chers partout. Il faut quand même qu'on paye. Non, pour les sandwichs et les cafés, on ne se plaignait pas et quand le livre augmente 2 ou 3 livres de plus. Mais en France, les livres sont chers, mais c'est une marchandise très demandée par les gens. C'est-à-dire la lecture est très importante. On offre des livres comme cadeau. Voilà, ça c'est vous parler d'une chose très importante. On s'offre des livres. Les enfants, leur tendre enfance, que le livre est un cadeau. Et dans les anniversaires, les gens apportent les gens comme livre. Donc c'est quelque chose de très estimé. Alors que chez nous, on n'a pas l'habitude d'acheter un livre. Et si on achète, on est mal vu. Qu'est-ce qu'il a acheté là? Ça a coûté combien? 25 livres. Bon. Donc vraiment, il faut qu'on mette en valeur le livre.
en Égypte. Que ce soit sur le plan moral, donné comme cadeau, ou bien aussi sur le plan matériel. Augmenter un peu les prix pour que les gens sachent quand même qu'un livre... La valeur d'un livre. Voilà. Docteur Anouar Maurice, vous avez également mentionné l'importance de la connaissance afin de lutter contre n'importe quelle fausse idée, c'est-à-dire élargir les connaissances peuvent donner une conscience. Comment peut-on juger ces idées? Si on, par exemple, on prend le cas de quelques terroristes actuels qui sont européens de souche, là-bas, il y a une connaissance générale très élevée, l'éducation dans les écoles, bien vu, très raffinée, mais quand même, on a trouvé que l'Europe a exporté cette année plusieurs terroristes vers la région de Proche-Orient qui luttent pour des idées qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils sont européens de souche. Il y a 2 ou 3 années seulement qu'ils se sont convertis à ces idées et qui, pour ces idées, ils sont capables de lutter et également de mourir. Comment la connaissance ici a été utilisée de cette façon? Oui, ça c'est... Comment expliquer que des gens d'Allemagne ou de la France ou de l'Angleterre peuvent devenir terroristes et prêts à mourir même pour des idées très fanatiques? Ici, quand on dit c'est la pauvreté, c'est l'ignorance, ça se comprend. Là-bas, ce n'est pas suffisant pour expliquer les choses. Mais quand même, il faut qu'on voit et que là-bas, il y a un certain racisme dans les sociétés occidentales, qui n'est pas un racisme dans la Constitution. Il n'y a pas de discrimination, ni dans les lois, ni dans la Constitution, mais c'est dans la rue. Par exemple, un arabe qui veut louer un appartement, il doit visiter 200 pour qu'il trouve un propriétaire qui accepte. Alors qu'en français, seulement d'autres rois, il va trouver un propriétaire. Donc c'est un type de discrimination de la vie quotidienne et dans la vie sociale, ce n'est pas dans les lois. La deuxième chose, c'est que malheureusement, la communauté musulmane augmente en Europe à cause de l'immigration, à cause de la démographie, la natalité. Mais quand elle essaye quand même de comment pratiquer sa religion, on doit demander à un religieux comment je fais la prière, comment je fais le ramadan. Malheureusement, tous les religieux qu'on a exportés à l'Europe, ils ont une idée qui vient de fiqh ou de la jurisprudence religieuse traditionnelle chez nous, qui est basée sur l'idée que le prince, c'est un musulman, et qu'on vit dans un pays islamique. Et c'est l'islam qui est au pouvoir. Les musulmans ne sont pas la minorité, ils sont la majorité. Donc quand il y a quelqu'un qui vit en Europe, qui demande un fatwa, on lui donne le fatwa qui émane de ce contexte, alors pour lui, on lui dit, il faut que les lois viennent de la charia. Alors en France ou au Canada, exiger que les lois viennent de la charia, c'est un peu difficile. Il faut que le président prenne telle ou telle décision, alors que le président n'est pas musulman du tout. Donc tout de suite, pour lui, l'État devient infidèle, les lois deviennent un peu inacceptables par un musulman. Et j'ai entendu même à la télé en France, les gens disent on respecte les lois de la République française quand ils sont d'accord avec la charia. Mais quand ils ne sont pas d'accord, on ne doit pas les respecter. Donc, on a un discours exporté vers eux qui augmente la scission à l'intérieur de la société européenne. On ne leur demande pas de respecter les lois de leur pays, au contraire, on leur demande de sortir et d'être hors de loi. Mais vous ne croyez pas que ça pouvait parvenir aussi de mauvaises lectures, c'est-à-dire de mauvaises traductions? On entend parfois qu'il y a de fausses traductions du Coran, par exemple. Vous ne croyez pas que ça peut parvenir de ça? Vous avez tout à fait raison, de mauvaises interprétations. Exactement. Parce que, bien sûr, les interprétations sont variées et la culture islamique elle est très vaste, étendue sur 14 siècles. Et chacun, comme disait Pascal, celui qui veut de la lumière trouve la lumière, et celui qui veut de l'obscurité, il va trouver de l'obscurité. Mais comment une personne peut s'assurer que le livre qui est devant ses yeux
est bien traduit et ce sont les informations qui sont vraiment justes. On ne peut pas s'assurer, chaque fois quand on forme une idée, on doit avoir une attitude relativiste. Je crois, je ne peux pas rester tout le temps en doute. Je dois dire, ok, ça me semble juste, mais je donne une marge d'une probabilité qu'il ne soit pas juste ou quelqu'un d'autre voit mieux. Et ça, je peux défendre mes idées, mais sans être violent, parce que je ne suis pas sûr chaque fois à 100%. Et la troisième chose, il y a aussi beaucoup de réseaux financiers que jouent. Et beaucoup de terroristes européens qui sont des jeunes au chômage. Et l'État allemand ou français ne fait pas d'efforts pour les intégrer dans la société. On trouve quand même dans des mosquées clandestines des gens qui leur donnent de l'argent pour devenir terroristes. Et ça a beaucoup joué aussi, financer les chômeurs. Oui, alors également, docteur Anouar Maurice, si on parle de ces idées qui mènent au terrorisme actuel, on trouve qu'il y a deux plans. Il y a le plan des idées. Si on parle d'une religion, selon notre culture, cette religion doit être respectée par tout le monde, ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Mais quelquefois, on trouve par exemple les juifs, ils ont accès à des lois actuelles qui défendent leur religion n'importe où, surtout en Europe. Et on respecte ce droit actuellement. Personne ne peut de loin ou de près parler d'un juif ou de cette religion, de l'Holocauste, de n'importe quelle idée relative à cette religion. Pour nous, les musulmans, pourquoi on n'arrive pas à avoir de telles lois, puisque pour nous, notre religion, notre culture, notre côté spirituel est très important. Voilà, ça c'est un problème, c'est que la liberté de l'opinion, c'est une valeur en Occident. Et beaucoup de gens ont milité pour les avoir. Notre attitude est de mettre des limites. Si on veut mettre des limites à la liberté de l'expression en Europe, les Européens ne vont pas aimer. Non, on veut un respect, pas des non, limites. Mais oui. Si je viens dire aux Européens, voilà, je suis venu pour arrêter votre liberté, ils ne vont pas aimer. Ouais. Voilà. Maintenant, on parle seulement de respect. D'abord, le judaïsme n'est pas respecté comme vous dites. Les juifs et politiquement l'Holocauste, oui, c'est quelque chose même protégé par la loi, on ne peut pas dire. Mais dire que Moïse n'existait pas, il y a des livres, des caricatures sur le judaïsme et sur les religieux juifs, il y en a plein. Et même nier tout ce qui est venu dans l'Ancien Testament comme des mythes, c'est des livres qui sortent par des juifs, des archéologues juifs, qui disent il n'y a pas d'Abraham, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'exode en Égypte, tout ça c'est des mensonges. Ça s'écrit, on l'achète, on le lit, et c'est partout. Et personne n'a jamais demandé de confisquer ce livre. Donc, mais seulement on parle de la situation politique actuelle qu'on veut un respect. Et le respect, c'est une question de morale, ce n'est pas une question de loi. C'est-à-dire, il faut, quand moi, si je me moque d'un quelqu'un qui est handicapé, là, peut-être il n'y aura pas une punition de la loi, mais je serai vu par les autres comme quelqu'un mal élevé. Et comme quelqu'un qui se comporte mal. Donc, on peut toujours critiquer les religions, on peut donc annoncer des dogmes qui sont contraires aux dogmes religieux. C'est normal que quelqu'un qui dise, moi je ne pense pas qu'il y aura de paradis et d'enfer après la mort. C'est son droit, il a le droit de dire ça. Mais ce n'est pas une moquerie. C'est quelqu'un qui simplement exprime ce qu'il pense. Donc il faut d'abord qu'on distingue entre une idée avec laquelle on n'est pas d'accord, et l'autre a le droit de le dire, et l'ironie. Et l'ironie, on n'aime pas, mais c'est une question de morale, ce n'est pas une question de loi. On ne peut pas faire sortir la loi qui empêche quelqu'un d'être mal poli. D'accord, très bien. Docteur Anouar Maurice, on est malheureusement parvenu au terme de cette interview. Je dois vous remercier infiniment d'être avec nous ce matin. Je tiens aussi à remercier ma chère collègue Mona. Merci Mona. Merci Inès, merci Anouar Maurice d'être parmi nous aujourd'hui. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Bonjour l'Égypte. Rendez-vous demain à la même heure, une nouvelle équipe. Merci à vous.